Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information locale. Nous sommes le lundi 23 mai, au sommaire aujourd'hui. Focus dans ce journal sur la nomination de Yaël Braun-Pivet en tant que ministre des Outre-mer. La composition du nouveau gouvernement a été dévoilée vendredi 20 mai. Le premier conseil des ministres s'est tenu ce lundi matin, l'occasion d'établir les priorités du quinquennat. Toujours en politique, à l'approche du premier tour des élections législatives, nous faisons le point sur les enjeux du scrutin à venir dans les Yvelines. Focus aujourd'hui sur la 7e circonscription. Et puis, le Festival de Cannes se déroule jusqu'au 28 mai. À cette occasion, Instagram organisait une Creator Villa du 19 au 20 mai dernier. Elle a réuni des centaines d'influenceurs au Palais Bulle. Objectif, rendre accessibles les coulisses de l'événement. Et avant de développer ce journal à l'occasion de son premier déplacement dans le département des Yvelines, Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, s'est rendu au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, établissement où enseignait Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie assassiné en octobre 2020. Il lui avait déjà rendu hommage pendant son discours lors de la cérémonie de passation de pouvoir. Et je vous le disais en titre, le premier conseil des ministres s'est tenu ce lundi matin, l'occasion pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne de se pencher sur les priorités. Parmi les sujets abordés, le pouvoir d'achat, mais aussi l'éducation, la santé et l'écologie. La liste de son nouveau gouvernement a été dévoilée ce vendredi 20 mai. Parmi les nommés, Yaël Braun-Pivet pour le ministère des Outre-mer, députée de la 5e circonscription des Yvelines depuis 2017, candidate à sa réélection, également conseillère municipale de la ville du Vésinet depuis 2020. La cérémonie de passation de pouvoir avec Sébastien Lecornu a eu lieu vendredi depuis l'hôtel de Montmorin à Paris. Nous avons eu sa réaction vendredi après l'annonce de sa nomination. Écoutez, c'était au micro de Grégory Canalé. C'est d'abord une réaction de joie. J'ai le parcours de quelqu'un de la société civile qui s'est engagé en politique avec tout son cœur et toute son âme et toute son énergie. Et le parcours que j'ai est récompensé aujourd'hui. Et puis surtout une immense responsabilité parce que les Outre-mer, c'est la France en grand. Et donc avoir en charge ce domaine de l'action de l'État, c'est quelque chose d'exaltant, de passionnant et en même temps une très grande responsabilité. Je sais que nos compatriotes attendent beaucoup. Donc voilà, je suis déjà pleinement consciente de la charge qui va m'incomber. Et Bruno Corredetti, maire du Vésinet, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, on le disait, Yaël Braun-Pivet est donc conseillère municipale au sein de votre mairie. Déjà, votre réaction face à sa nomination vendredi? Oui, alors, déjà, je travaille en collaboration avec Yaël Braun-Pivet depuis à peu près 6 ans. Et cette mission nouvelle qui est confiée est pour moi extrêmement positive. D'abord parce que c'est un domaine qu'elle ne découvre pas. Elle a été très impliquée dans la Nouvelle-Calédonie avec la mission d'information sur l'avenir institutionnel et puis aussi sur les conséquences spécifiques de la crise sanitaire pour nos concitoyens ultramarins. Voilà. Et donc, elle a aussi travaillé sur de très nombreux textes, examiné en commission des lois sur ces territoires. Donc ça, c'est sur son action future comme ministre. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est une élue du conseil municipal du Vésinet et donc il travaille vraiment, qui n'oublie pas sa ville, qui est sur le terrain, qui a des actions de très grande proximité, qui est très impliquée. Elle a fait beaucoup de travail et surtout elle est transparente avec l'ensemble des citoyens. Elle fait beaucoup de communication. Voilà, il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de dialogue, beaucoup de loyauté. Et nous sommes très fiers de l'avoir à nos côtés dans notre conseil municipal. Et ça, ce sont donc les qualités qu'elle peut apporter, j'imagine, au gouvernement. Absolument. Et donc c'est cette notion de loyauté, son travail, son dialogue permanent, sa présence. Et on l'a vu, et encore une fois, sans oublier la ville dont elle est résidente, et avec les nombreuses actions qu'elle mène localement, y compris dans certains domaines qui sont difficiles, comme par exemple essayer d'aménager dans le cadre de la loi 3DS, la loi SRU pour tenir compte des spécificités locales, etc. Donc on est dans une activité qui est une activité aussi bien locale que nationale et internationale maintenant. Donc on est très très content sur ce qu'elle pourra amener au gouvernement, à la Première ministre et au Président de la République et à tous les Français dans ce domaine-là.
Donc, fierté de travailler avec elle au quotidien. Merci beaucoup, Bruno Corradetti, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le maire du Vésinet. Merci beaucoup. Merci à vous. Un nouveau rôle donc pour l'ancienne députée de la 5e circonscription des Yvelines, on vient de le voir, et elle a suscité de nombreuses réactions. Je propose de découvrir ce compte-rendu par Bichente Mérien Santisteban. De l'émotion lors de la passation de pouvoir avec l'ancien ministre au poste, Sébastien Lecornu. Pressenti un temps à la justice, c'est finalement aux Outre-mer que l'ancienne députée Yaël Braun-Pivet a pris ses fonctions. Je remercie Emmanuel Macron et Elisabeth Borne pour leur confiance. Je consacrerai toute mon énergie à la mission qu'ils m'ont confiée. J'agirai pour chacun de nos Outre-mer avec une indéfectible ambition. On est tous dans les Yvelines très fiers d'elle et très satisfaits de sa nomination. C'est une amie assez proche qui a fait un excellent travail, qui a déjà été élue meilleure députée de l'année 2021. Je suis très heureux pour Yaël, d'abord parce que c'est une amie, parce qu'elle a eu, vous vous souvenez, avec les oppositions, des débuts très difficiles comme présidente de la commission des lois. Elle n'a rien lâché et elle a fini comme une excellente présidente de la commission des lois. Et ça, il lui fallait un sacré caractère pour tenir parce que on lui a pas fait de cadeau. Nommée dans un ministère qualifié de difficile en raison des crises sociales, économiques et écologiques que traversent les territoires ultramarins, Yaël Braun-Pivet bénéficie de la confiance de ses homologues politiques. C'est une personne qui, en plus d'excellentes qualités relationnelles, c'est ce qu'il faut saluer avant tout, a été accompagné Sébastien Lecornu, qui était le précédent ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie, par exemple, pour préparer le référendum qui s'est tenu en fin d'année dernière. Elle a également mené à l'automne une mission d'évaluation de l'application des politiques dans les Antilles. D'autres messages d'encouragement ont été adressés à la nouvelle ministre, ancienne présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale. D'abord son ancien vice-président Stéphane Mazard. Mais plus un vœu de réussite à Yaël Braun-Pivet que j'ai accompagné pendant 5 ans comme vice-président et qui entre aujourd'hui au gouvernement. Nous avions partagé 2 voyages en Outre-mer pendant ce quinquennat. Mais aussi des députés d'Outre-mer. Toutes mes félicitations aux nouveaux membres du gouvernement, en particulier à notre nouvelle ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet. Je connais ta capacité de travail et d'écoute ainsi que ton intérêt pour nos territoires. Premier dossier sur lequel Yaël Braun-Pivet se penchera, la crise sanitaire et le statut de la Nouvelle-Calédonie. Un travail de court terme d'abord, ne connaissant pas sa longévité au poste, selon les résultats du parti présidentiel aux futures élections législatives. Et puis, parmi les autres nommés, elle a aussi assisté ce lundi à son premier conseil des ministres. Sylvie Retailleau est la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Sur Twitter, elle s'est dite honorée de ses nouvelles responsabilités. Formation, recherche et innovation seront au cœur de sa feuille de route. Bonsoir Grégory Canalé. Bonsoir Justine. Merci d'être avec nous. Donc jusqu'ici, présidente de l'université Paris-Saclay, c'est une véritable universitaire qui a été donc nommée, on l'a dit, à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur. Les maths et les sciences, c'est son truc, c'est ce qu'a dit le Figaro étudiant à propos de Sylvie Retailleau. Et effectivement, Sylvie Retailleau, 57 ans, affiche une longue carrière universitaire, passée par l'école normale supérieure de Cachan, qui est devenue aujourd'hui l'ENS Paris-Saclay. Elle obtient l'agrégation de physique appliquée en 1988. En 1992, la niçoise d'origine devient un docteur en sciences à l'université Paris-Sud. Sylvie Retailleau poursuit sa carrière en tant que chercheuse, puis professeure, toujours à l'université Paris-Sud, avant de devenir doyenne de la faculté des sciences. Et en 2016, la physicienne est élue présidente de l'université Paris-Sud, l'université Paris 11 plus précisément. Elle a été fondue depuis 2020 dans la grande université Paris-Saclay dont elle est à la tête depuis 2 ans. C'est un établissement auquel est rattaché 50 ans en Yvelines, pour l'heure en tant que membre associé, l'université Versailles-Saint-Quentin et son président Alain Buis, qui ont donc beaucoup collaboré avec Sylvie Retailleau. Sa nomination comme ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est une bonne nouvelle sur plusieurs points de vue. C'est une excellente nouvelle. Moi, je me réjouis. Évidemment, c'est une excellente nouvelle pour elle, mais et surtout pour l'enseignement supérieur et la recherche. Sylvie Retailleau est quelqu'un qui maîtrise les dossiers, qui a une connaissance très fine des enjeux de la recherche, de la formation et des priorités. Elle a pris graduellement différentes responsabilités. Elle a été directrice de l'UFR des sciences d'Orsay, qui est un poste très important, et puis jusqu'à l'Université Paris-Sud et la Constitution de Paris-Saclay. Donc les différentes étapes, ça nous permet d'avoir une vision complète du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche
au sein de nos universités. Et donc Grégory, Sylvie Retailleau va pouvoir s'appuyer finalement sur cette expérience à la tête de l'université Paris-Saclay. Qui est la première université de France, la 13e au rang mondial d'après le dernier classement de Shanghai qui date de 2021. Née en 2020, l'université compte 48 000 étudiants, 9 000 chercheurs, 275 laboratoires. Elle est composée de 4 grandes écoles, 10 composantes universitaires, 2 universités membres associées dont l'UVSQ, 7 organismes de recherche. Le projet de ce nouveau modèle d'université à la française a été mis aujourd'hui sur de bons rails par Sylvie Retailleau qui pourra profiter de son expérience et de ses compétences dans ses nouvelles fonctions de ministre. Je crois que c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, qui a une force et une capacité de travail exceptionnelle. Elle est aussi une très bonne négociatrice, donc très forte en concertation, et avec peut-être la différence, elle a aussi des qualités humaines qui sont incontestables. Et donc, quels sont un peu les dossiers chauds, Grégory ? Eh bien, il y a une inquiétude sociale en ce moment parmi le monde étudiant avec une précarité qui a explosé durant la crise sanitaire du Covid-19. 40% des jeunes ayant quitté le foyer parental vivraient sous le seuil de pauvreté. Le gouvernement prévoit sur ce point une réforme du système des bourses et de l'aide personnalisée au logement. Autre dossier, c'est la loi de programmation de l'enseignement supérieur et de la recherche, entre 5 et 10 milliards d'euros, dont les présidents d'universités attendent beaucoup. J'attends ce qu'on attend d'une ministre, donc c'est déjà la mise en œuvre de la loi, enfin la poursuite de la mise en œuvre de la loi de la programmation et de la recherche, évidemment, mais peut-être plus largement l'enjeu sur les moyens, l'allocation des moyens qu'on va donner aux établissements de l'enseignement supérieur. Et je crois que là, il y a une très forte attente de l'ensemble de la communauté universitaire. Maintenant en poste au ministère, Sylvie Retailleau devrait remettre sa démission de présidente de l'université Paris-Saclay dans les prochaines heures. De nouvelles élections auront donc lieu au sein de l'université. Merci beaucoup Grégory Canalé, rédacteur en chef de TV78 adjoint. Rédacteur Merci. en chef adjoint, tout à fait. Exactement. Toujours en politique, un petit point sur l'histoire à présent, notamment la place des femmes en politique. La France est l'un des derniers pays d'Europe à avoir autorisé le droit de vote des femmes en 1944. D'une manière générale, les femmes sont largement absentes du tableau politique jusqu'au gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Pourquoi autant de temps pour intégrer les femmes à la politique ? Je vous propose d'écouter Armelle Lebras-Chopard, professeure de sciences politiques. Elle était l'invitée ce matin de Patrice Carmouze. Il y a eu tout un débat au cours de la Troisième République où on a refusé le droit de vote, enfin le Sénat a refusé le droit de vote aux femmes sous différents prétextes. Elles allaient semer la zizanie, elles allaient importer le sexe dans l'Assemblée. Tourner la tête. Tourner la tête des hommes qui ne pourraient plus faire les lois, comme si elles étaient dans l'Assemblée, elles ne faisaient pas elles-mêmes aussi les lois. C'est un argument qu'on retrouve en 1945, quand l'école de la magistrature est créée. Les magistrats disent mais c'est pas possible, elles vont emporter le sexe dans le prétoire, on va plus pouvoir juger sereinement. Et alors ils ont l'idée à ce moment-là, ils se disent on va faire quelque chose, elles ne pourront être que magistrats dans le parquet, elles ne peuvent pas être magistrats du siège. Évidemment, ça n'a pas pu passer, c'était hors la loi. Oui, on ne pourrait pas faire une loi pour dire... En plus, les arguments, c'est que la femme, elle est toujours un peu folle, elle est hystérique, bref. Il y a une nature de la femme, et la nature de la femme, c'est d'être au foyer. On parlait tout à l'heure des nominations des ministres, tout comme Yaël Braun-Pivet. D'autres Yvelinois ont été nommés ministres. Retour sur ceux qui ont marqué les gouvernements précédents avec Célia Gatsongo. La première ministre Elisabeth Borne vient de faire entrer une Yvelinoise au gouvernement, mais ce n'est pas la première fois que cela arrive. Nadia Hay faisait ses cartons il y a une semaine. Nommée ministre déléguée en charge de la ville le 6 juillet 2020, elle avait été élue députée de la 11e circonscription des Yvelines en 2017 à Trappes, sa ville de naissance. Autre trappiste à entrer au gouvernement en 2012 sous la présidence de François Hollande, Benoît Hamon devient ministre de l'économie sociale et solidaire. Il est élu dans le même temps député PS de la 11e circonscription des Yvelines, mais doit renoncer à ce mandat en intégrant le gouvernement. En 2014, il est nommé ministre de l'Éducation nationale, un poste occupé environ 4 mois puisqu'il décide de démissionner en août 2014 en désaccord avec les choix politiques de François Hollande.
Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, plusieurs personnalités yvelinoises sont devenues ministres comme Valérie Pécresse. Elle devient en 2007 ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puis ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État. Christine Boutin, députée des Yvelines entre 1986 et 2007, rentre également dans le gouvernement Fillon en 2007 en tant que ministre du Logement. Élu député UMP des Yvelines de la 12e circonscription en 2009, David Douillet, sacré plusieurs fois champion du monde de judo, est nommé ministre des Sports en 2011. Président actuel du Sénat et ancien maire de Rambouillet, Gérard Larcher a été ministre délégué aux relations du travail en 2004 sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Autre Yvelinois devenu secrétaire d'État chargé des programmes immobiliers de la justice en 2002, Pierre Bédier, actuel président du département. Un peu plus loin dans le temps, Michel Rocard devient Premier ministre de François Mitterrand en juin 1988. Il avait été élu député des Yvelines en 1969 en battant l'ex-premier ministre sortant Maurice Couve de Murville, dernier Premier ministre sous la présidence de Charles de Gaulle. Et on reste en politique avec les élections législatives qui approchent. Les Yvelinois sont appelés aux urnes pour élire le représentant de leur circonscription à l'Assemblée nationale. Ça se passera les 12 et 19 juin. La rédaction de TV78 vous aide à y voir plus clair. Nous faisons le point sur les enjeux du scrutin à venir dans les Yvelines. Focus aujourd'hui sur la 7e circonscription. Mathilde Francou, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelles sont les communes concernées déjà ? Alors, cette circonscription, Justine, elle est située au nord du département. Elle regroupe les villes comme Chanteloup-les-Vignes, Conflans-Sainte-Honorine, Triel-sur-Seine ou encore Andrézy et Vernouillet. Cela représente 150 000 Yvelinois environ. Cette 7e circonscription penche plutôt vers le centre droit depuis plusieurs années. En effet, depuis 2017, c'est la députée Michèle de Vaucouleurs, membre du MoDem, qui la dirige. Cependant, cette dernière ne se représente pas. Elle laisse sa place à Nadia Hay, l'ancienne ministre déléguée à la ville. Juste avant, Nadia Hay était députée pour la 11e circonscription à Trappes, sa ville de naissance. Cette dernière fait aujourd'hui campagne dans la 7e circonscription pour Ensemble, la nouvelle confédération issue de 3 partis politiques pour la République en marche. Alors, est-ce qu'elle marche en terrain conquis sans faire de mauvais jeux de mots ? Oui et non, car si la grande majorité des communes a voté pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle, les villes comme Chanteloup ou Meulan ont préféré donner leur voix à Jean-Luc Mélenchon. C'est donc dans ces villes que Nadia Hay devra essayer de convaincre les habitants et de regagner leur confiance. Et donc parmi les autres candidats, qui on retrouve finalement ? Eh bien 8 candidats au total se disputent cette 7e circonscription. Justine, il y a une parité exemplaire puisque c'est 4 femmes contre 4 hommes. Pour la gauche, c'est Michel Christophe Foul qui représentera la nouvelle Union populaire écologique et solidaire, alias la NUPS. Seule membre du Parti socialiste désigné sur les 12 circonscriptions des Yvelines, elle pourrait faire basculer la 7e à gauche en s'appuyant sur les votes acquis par la France insoumise, notamment dans les communes de Meulan et de Chanteloup-les-Vignes. Pour la droite, c'est le maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse, qui se porte candidat, membre des Républicains. Ce dernier avait été réélu dès le premier tour des municipales dans sa ville. Cet avocat, bien connu dans la 7e circonscription, pourrait également se voir propulsé à l'Assemblée nationale. Du côté de l'extrême droite, Emmanuelle Fortin sera la candidate pour le Rassemblement national et Christelle Didier-Jean de Reconquête. Parmi les autres candidats, Frédéric Janvier, sans étiquette politique, son programme est constitué d'idées venant de droite comme de gauche. Le conseiller municipal d'opposition de Conflans-Sainte-Honorine, Ali Kaya, repart pour une 3e fois sous la bannière de Lutte ouvrière. Pierre Plancoulen fait campagne pour le parti animaliste et Rémi Vincent pour le parti pirate. Parfait, merci beaucoup Mathilde Francou d'avoir été avec nous, journaliste pour TV78. Et après cette longue page politique, un peu de culture, le Festival de Cannes se déroule jusqu'au 28 mai. Radio Sensation, en partenariat avec TV78, vous fait vivre l'événement de l'intérieur en allant à la rencontre des réalisateurs, acteurs et producteurs de la région. Corentin Alonso vous emmène aujourd'hui à la découverte de la Creator Villa. C'est organisé par Instagram en marge de la grande fête du cinéma. Il y a rencontré un influenceur francilien. Regardez. À l'occasion du Festival de Cannes, Instagram réunit plusieurs de ses créateurs et pour organiser cela, ils ont choisi le Palais Bulle, la célèbre villa du couturier Pierre Cardin. Pendant 2 jours, on célébrera les talents français et internationaux d'Instagram et on retrouve quelques franciliens. Parmi eux, le Parisien Nams, 24 ans.
Connu pour ses pranks, il réunit 813 000 personnes sur TikTok, 518 000 sur YouTube et 206 000 sur Instagram. Comment est-ce que t'es tombé, Nams, toi, dans les réseaux sociaux? Comment t'as trouvé ton concept pour percer sur Instagram? Je suis tombé du 3e étage. Pardon. Comment est-ce que je suis tombé? Je kiffe les pranks depuis que je suis petit, en fait. Avec mes potes et tout, on se faisait plein de pranks. Du coup, je me suis dit, tiens, tu vas faire un prank là que tu vas poster carrément sur Internet. Et au final, j'en ai mis un, puis 2. Ça a bien marché. Et aujourd'hui, t'es invité à la Creator Villa d'Instagram en marge du Festival de Cannes. Et c'est magnifique, c'est un truc super grand. Il y a au moins, je sais pas combien d'endroits exactement, il doit y en avoir 20 je crois. C'est très très coloré, très grand, très spacieux. Je kiffe. T'as un endroit que t'as aimé particulièrement? Ouais. Vous voulez que je vous emmène là? On y va? Allez, c'est parti. Let's go, allez, venez. Là c'est juste en haut là. Juste en haut. Nams, 42% des 18-24 ans ont envie de se lancer dans une carrière digitale sur les réseaux sociaux. On a tous des amis qui ont envie de percer sur Instagram. Moi aussi j'en ai quelques-uns. Quels seraient tes conseils que tu pourrais leur donner? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour percer sur les réseaux? Franchement, le conseil numéro 1, les gars, c'est avant tout de kiffer ce que vous faites, vraiment. Amusez-vous. Parce que si tu fais un truc où tu te forces, ça va se voir. Et la vidéo après, elle sera pas ouf. En même temps aussi, il faut que tu t'organises, on va dire, tu vois. Genre de manière à ce que tu poses régulièrement et tout. Et après, au fur et à mesure, les gens, ils vont kiffer, ils vont commencer à s'abonner et tout. Et c'est comme ça, quoi, avec le temps. Et maintenant qu'on a fait le plein de conseils pour poster du contenu digital, on attend vos publications avec impatience. Du sport maintenant, Action Flamme Olympique, c'était un relais à vélo organisé par le collectif Vélo Île-de-France. C'était ce samedi 21 mai, l'événement était de passage donc dans les Yvelines. L'objectif, demander un réseau de pistes cyclables pour desservir les sites retenus pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Au programme 2 relais, dont un départ d'Elancourt et un de Seine-Saint-Denis. L'arrivée était à Paris. Le relais yvelinois est passé notamment par la colline d'Elancourt, le vélodrome de Sky et même le château de Versailles. Et puis, toujours en culture, ils étaient 5 encore en lice pour la première place ce samedi 21 mai. C'est Nour qui a remporté la 11e saison de The Voice. La jeune morpasienne de 16 ans devient la plus jeune gagnante de l'émission adulte. Elle avait déjà participé à l'émission The Voice Kids en 2019 pour la 6e édition. C'était à l'âge de 13 ans. Cette année, elle est entrée dans la compétition en chantant tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine aux auditions à l'aveugle. Et elle avait choisi de rejoindre l'équipe de Florent Pagny. Patrick Jacques de Dismude est allé à la rencontre de morpasiens et morpasiennes pour connaître leur réaction. Ça permet de montrer qu'il y a du talent partout, peu importe la ville et au contraire, c'est très bien. Normalement, je m'appelle Nour. Quelle coïncidence. Oui. Ouais, j'aimais beaucoup cette émission. Je ne regrettais pas toujours, mais je l'aimais bien. Ouais. Lourd. Parce que moi, je viens d'arriver ici, je pensais pas qu'il y avait des talents dans le coin en vrai. Et ça fait grave plaisir de savoir ça. Même en vrai de vrai, si elle est intéressée pour faire des petites collaborations, moi je suis là. En tout cas, ça fait grave plaisir et puis j'espère qu'elle continuera fort dans ce sens-là en vrai. Moi je dis que je suis fière d'elle parce que j'ai regardé, franchement elle a assuré. C'est bien, ça représente la ville, donc c'est bien. Ça fait connaître un peu la ville. Elle mérite d'avoir gagné. C'est une fille bien, elle est gentille, ça se voit et elle chante super bien. Nour est également très soutenue par la mairie qui avait déposé des affiches dans la ville pour l'encourager dans son aventure. Écoutez la réaction du maire, c'était au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Déjà on la félicite et c'est une vraie fierté pour Morpa, les Morpasiens et pour Nour qui a un remarquable parcours. On lui souhaite aussi une belle carrière parce qu'aujourd'hui débute une carrière professionnelle. Je crois qu'elle a signé un contrat déjà avec Universal Music et elle nous avait chanté Show Must Go On de Queen avec une superbe démonstration vocale. Elle avait ébloui toute la salle en présence du président du Sénat d'ailleurs. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez votre magazine sportif. Ce sera avec Mickaël Elmidoro et puis Vicente Mérien Santisteban pour vos résultats du week-end. Très bonne soirée à tous sur TV78.